6 personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées dans des attaques de drones russes sur les villes ukrainiennes de Mykolaïv et Zaporijjia. Après les violences à Amsterdam, le match entre les Bleus et l'équipe d'Israël qui se rencontre jeudi au Stade de France est placé sous haute sécurité. Six personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées dans des attaques de drones russes sur les villes ukrainiennes de Mykolaïv et Zaporijjia. Le maire de Mykolaïv affirme que la Russie a attaqué la ville dans la nuit de dimanche à lundi à l'aide de drones kamikazes, détruisant une maison et endommageant un immeuble résidentiel. Dans le même temps, à Zaporijjia, 3 frappes russes distinctes ont touché des bâtiments résidentiels, faisant un mort et une vingtaine de blessés. Les opérations de secours et l'évacuation des habitants se poursuivent. Ces attaques surviennent alors que la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Les défenses aériennes ukrainiennes ayant détecté un nombre record de 145 drones dans la nuit de samedi à dimanche. Kiev a répliqué en lançant également une attaque massive de drones sur Moscou et sa banlieue. Lundi matin, l'armée de l'air ukrainienne a lancé un message d'alerte sur Telegram, évoquant un danger de missiles dans toute l'Ukraine, alors que 8 bombardiers russes ont décollé en direction du pays. C'est le lancement de la COP29 ce lundi à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Des représentants de nombreux pays se rassemblent jusqu'au 22 novembre pour essayer de trouver des solutions face au changement climatique, alors que le réchauffement mondial s'approche dangereusement de l'objectif de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris. La COP29 de Bakou est surnommée la COP financière. Pour la première fois en 15 ans, les participants vont examiner le financement des pays en développement pour soutenir l'action climatique. Mais plusieurs dirigeants internationaux manqueront à l'appel cette année. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Joe Biden seront absents de la COP29. De même que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof. We need to consolidate all the efforts of all countries because it's only with consolidation, with the good motivation for all the participants we have the chance to have a success. I think the main role for Baku COP, for Azerbaijan, for COP29 to be the interconnector between the developing countries and developed, between the south and north, between east and west. Euronews a rencontré la championne de l'ONU pour le changement climatique à la COP29. Selon elle, il est nécessaire d'impliquer activement le secteur privé. And when we speak about the green transition, we speak about the new types of economy overall. So the role of the private sector in the global climate action is absolutely crucial. It's so important because private sector is coming with technologies, with innovation, with I don't know, consumer behavior, so they can influence consumer behavior. So it's important to engage with private sector. Experts say concrete results must be achieved in Baku in order to make progress toward the Paris Agreement's goals. Despite last year's gains, negotiations on the new climate targets have exposed divisions among countries. Meanwhile, the talks are unfolding in a very complex geopolitical scenario. Giorgio Orlandi for Euronews, in Baku, Azerbaijan. Dispositif de sécurité renforcé ce jeudi pour la rencontre de football France-Israël. 2500 policiers et gendarmes seront déployés aux abords du Stade de France et 1500 dans Paris et dans les transports publics. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'un périmètre de sécurité antiterroriste serait mis en place autour du stade et que la police ne tolérerait aucune violence. Il a également indiqué que la France est en contact avec les forces de sécurité israéliennes afin de préparer le match. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a par ailleurs interdit les drapeaux palestiniens dans l'enceinte du Stade de France. La France et Israël s'affrontent dans le cadre de la Ligue des Nations, une rencontre à laquelle assistera le président Emmanuel Macron. A noter que le match ne provoque pas l'enthousiasme des supporters puisqu'à peine 20 000 billets ont été vendus sur les 80 000 possibles.
Ce dispositif de sécurité inhabituel fait suite aux violences qui ont éclaté jeudi dernier à Amsterdam en marge d'un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Une vidéo circulant en ligne avant le match montrait une foule de hooligans israéliens scandant des insultes anti-arabes sur le chemin du stade. À la fin de la rencontre, des jeunes en scooter se sont lancés à la recherche de supporters israéliens, les poursuivant et les frappant à coups de poing et de pied dans des attaques apparemment inspirées par des appels lancés sur les réseaux sociaux. Les images nombreuses de ces agressions ont été relayées toute la soirée sur ces derniers. 5 personnes ont été soignées à l'hôpital et une soixantaine ont été arrêtées après ces attaques qui ont été condamnées par les autorités néerlandaises, israéliennes et plus largement dans toute l'Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit prêt à organiser un vote de confiance au Parlement d'ici la fin de l'année, après l'effondrement de la coalition gouvernementale la semaine dernière. Olaf Scholz avait initialement prévu le vote pour le 15 janvier, mais face à la pression croissante de l'opposition, il pourrait désormais l'organiser avant Noël, ce qui ouvrirait la voie à des élections anticipées en début d'année prochaine. Le chancelier allemand a déclaré la semaine dernière que l'Allemagne avait besoin rapidement d'un nouveau gouvernement légitime. Il paraît fort probable qu'Olaf Scholz perde le vote de confiance. Dans ce cas, le président allemand Frank-Walter Steinmeier aura 21 jours pour dissoudre le Bundestag, et de nouvelles élections devront avoir lieu dans les 60 jours. La coalition dite en feu tricolore s'est effondrée le 6 novembre, après qu'Olaf Scholz a limogé son ministre des Finances, affirmant que ce dernier avait rompu sa confiance trop souvent. Les 3 partis membres de la coalition allemande étaient en désaccord depuis longtemps sur la politique économique et fiscale du pays. Quel impact aura l'élection de Donald Trump sur la guerre au Proche-Orient ? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé avec le nouveau président américain de la menace iranienne dans le cadre du 3e entretien entre les deux hommes en quelques jours, selon ses services. נמשיך להגן על המדינה שלנו ועל האזרחים שלנו בכל הזירות ומול כל איום, ובראשם האיום האיראני. בימים האחרונים אני שוחחתי 3 פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית. אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום והרחבתו ובתחומים אחרים. Israël et l'Iran ont échangé des frappes au cours de l'année écoulée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou a également commenté les attaques antisémites de jeudi soir contre des supporters de football israéliens après un match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam dans la capitale néerlandaise. Avant ce tournoi, les supporters israéliens auraient, selon plusieurs témoins, déchiré un drapeau palestinien, scandé des slogans anti-arabes et déclenché des rixes. Surnommé le tsar des frontières par Donald Trump, Tom Homan prendra la tête de l'ICE, l'agence américaine en charge du contrôle des frontières et de l'immigration. Un poste que ce tenant d'une ligne dure occupait déjà entre 2017 et 2021 lors du premier mandat de Donald Trump. Une période pendant laquelle près de 4000 enfants de migrants avaient été séparés de leurs parents placés en détention. Pendant la campagne électorale, le nouveau président américain s'est engagé à lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. La colère dans les rues de Valence ce samedi. Des milliers de personnes ont manifesté, accusant les autorités d'avoir diffusé trop lentement des avertissements sur le danger qui pesait sur la région lors des inondations catastrophiques. Un groupe de manifestants réclamant la démission du président de région, Carlos Masson, s'est heurté à la police anti-émeute devant l'hôtel de ville. Selon l'agence de presse espagnole EFE, au moins 31 policiers ont été blessés dans ces violences. Les autorités locales ont cependant exclu toute démission du gouvernement régional. La vice-présidente de la région a déclaré que personne ne démissionnerait car cela reviendrait, je cite, à trahir les victimes.
Pendant ce temps, sur le terrain, le long travail de nettoyage et de remise en route des réseaux se poursuit 2 semaines après les événements. Les inondations ont touché la région orientale de Valence le 29 octobre dernier. Certaines zones ont reçu l'équivalent d'une année de pluie en seulement 8 heures. Pour l'heure, le bilan des victimes s'élève à 222 personnes. 1500 km de routes et 100 km de voies ferrées ont été endommagés. Le gouvernement central de Madrid a mobilisé des milliers de soldats et de policiers pour participer aux opérations de secours et de nettoyage. Des milliers de citoyens ordinaires se sont également portés volontaires venant des 4 coins du pays. L'ampleur des dégâts est inconnue, mais les assureurs estiment qu'il faudra verser au moins 3,5 milliards d'euros aux victimes des inondations. Des affrontements ont éclaté samedi entre la police anti-émeute et des manifestants lors d'une marche antifasciste à Bologne. Environ 200 anarchistes se sont joints aux milliers de manifestants antifascistes. La marche a été organisée par des groupes de gauche à proximité du lieu où se déroulait une autre manifestation d'extrême droite contre la criminalité et ce que ses organisateurs ont décrit comme une dégradation de l'Italie. La police a tiré des gaz lacrymogènes et bloqué la rue où défilaient les groupes d'extrême droite. Les manifestations ont eu lieu une semaine avant les élections régionales qui se tiendront dans la région d'Émilie-Romagne. La présidente actuelle du gouvernement régional est Irene Priolo de centre-gauche. Elle a succédé à Stefano Bonaccini, devenu député européen en juillet. Nouvelle journée mouvementée à Amsterdam. La police a arrêté ce dimanche dans la capitale néerlandaise des dizaines de manifestants pro-palestiniens réunis en dépit d'une interdiction des rassemblements dans la ville. Il y a 3 jours, des violences en marge d'un match opposant l'Ajax d'Amsterdam à Maccabi Tel Aviv y avaient eu lieu. Après le tournoi de la Ligue Europa, des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été violemment pris à partie par des groupes d'individus dans les rues de la ville. Des heurts qui se sont produits dans un contexte de montée des actes antisémites depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.